Bonsoir à tous, bienvenue dans cette cette nouvelle conférence en ligne de Grands Espaces. Merci à vous d'être avec nous de nouveau ce soir pour ce webinaire consacré à un spectacle naturel absolument unique, celui des aurores boréales. Alors un sujet vraiment d'actualité, puisque vous l'avez peut-être constaté chez vous ces jours-ci. Ces derniers jours, l'activité solaire a été si intense que des aurores ont été observées jusque chez nous, jusqu'en France. Et c'est un événement qui, comme d'habitude, quand cela se produit, a suscité un grand émerveillement du grand public. On a pu voir des photos un petit peu partout sur les réseaux sociaux, dans la presse locale. Et cela confirme que les aurores restent un phénomène qui attise la curiosité, un phénomène vivant, puissant. Et c'est donc le moment idéal pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ces voiles lumineux, ces voiles qui dansent dans le ciel, de comprendre comment elles se forment et pourquoi certaines régions du monde offrent des conditions extraordinaires pour les observer. Alors pour cela, ce soir, nous avons comme d'habitude la chance d'être accompagné d'un intervenant, aujourd'hui Xavier Allard, guide polaire et spécialiste de la Norvège, puisque Xavier parcourt depuis des années maintenant les latitudes nordiques, accompagne nombreux de nos voyages grands espaces en Norvège depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, il partagera ce soir avec vous son expertise, ses explications scientifiques, mais aussi ses expériences de terrain. Alors, comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions durant la présentation. Nous prendrons donc un temps à la fin pour répondre au maximum de questions. Donc, vous avez sur la barre en bas de votre écran le petit onglet chat sur lequel vous pouvez poser vos questions, ou sur l'onglet questions qui se trouve juste à côté. Je les reprendrai donc à la fin de la présentation de Xavier. Eh bien, très bonne séance, très bonne présentation à toutes et à tous. Et maintenant, place aux aurores. Et Xavier, je te laisse la parole. Merci Laureline. Du coup, alors je vais juste me présenter un petit peu. Alors moi, c'est Xavier Allard, comme Laureline vous l'a dit. Alors ça fait maintenant 8 ans que je guide spécialement les séjours pour grands espaces en Norvège. Je ne fais pas que ça, mais depuis 8 ans, tous les hivers, je vais plusieurs semaines, parfois plusieurs mois en Norvège pour guider entre les Lofoten, les Lingen et le Cap Nord, donc les différents séjours que Grands Espaces propose à bord des bateaux. Cette année, il y a eu le Nanook qui est arrivé également en Norvège. On a fait de très belles croisières cet automne, comme certains ont certainement pu voir les photos sur les réseaux sociaux. C'est vraiment encore des années très propices pour l'observation des aurores boréales. Donc, les aurores boréales, ça reste un phénomène qui est toujours magique, mais en plus de ça, c'est un phénomène qui est quand même assez pointu au point de vue scientifique, parce qu'il faut aller jusqu'à un peu de la physique quantique, vraiment au point de vue atomique pour comprendre le phénomène. Donc, je vais essayer de vous parler de ça un petit peu durant les prochaines dizaines de minutes. Alors là, je vous ai mis une présentation sur l'image. Là, c'est les Lofoten avec le village de Rennes, qui est un petit peu la perle de la Norvège du Nord. C'est vraiment un lieu très, très beau pour son paysage, le côté photogénique. Tous ceux qui aiment bien faire de la photo, c'est un lieu idéal. Aussi bien les aurores boréales que les paysages durant la journée, ou également les lumières du lever et du coucher. Parce qu'en plus des aurores boréales, c'est vraiment une très belle période pour ce côté lever de soleil qui colore le ciel en orange, en rose, en rouge durant plusieurs dizaines de minutes. Donc, il y a vraiment un spectacle céleste un peu n'importe quand du jour et de la nuit. Alors là, c'était juste pour imager un petit peu ça avec le village de Rennes et ce grand paysage derrière montagneux. C'était pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on a un premier plan qui est lumineux avec des petits villages ou des lumières de ville que cela empêche l'observation ou la photographie. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses un petit peu fausses sur les croyances, sur les observations, et également la pleine lune. La pleine lune, c'est un phénomène qui ne gêne pas du tout l'observation des aurores boréales, parce que j'ai fait de très belles photos d'aurores boréales également avec une grande pleine lune, ce qui fait une ambiance un petit peu différente et surtout un premier plan bien lumineux. Parce que c'est vraiment très important d'avoir un premier plan pour donner un petit peu plus de perspective et de profondeur à l'aurore boréale. Alors déjà, aurore boréale et australe, parce que c'est un phénomène qu'on peut voir aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud.
Aurore, c'est la déesse de la lueur, parce que autrefois, il y avait différents dieux. Il y avait le dieu du soleil, la déesse de la lune, et la déesse, l'entre-deux, c'était la déesse Aurore, la lueur. Et boréal, ça, c'est plutôt un terme qui vient des régions nordiques. On parle souvent de forêt boréale, de région boréale. C'était un dieu grec du vent. C'était Bor, qui était le vent du nord. Donc, c'est pour ça qu'on parle régulièrement de région boréale. Et austral, c'était plutôt un dieu romain. C'était Austère, le dieu du midi. Donc, tout ce qui vient du sud. Donc, un peu la traduction d'aurore boréale sont les lueurs du nord ou les lueurs du sud, donc aurore boréale et aurore australe. Alors ça, c'est quelques mythologies et croyances, parce que la science, pour comprendre le phénomène, c'est pas très vieux, c'est que quelques siècles pour vraiment comprendre comment est-ce que ce phénomène se passe. Et encore maintenant, les études montrent qu'il y a encore des choses à apprendre sur ce phénomène, surtout maintenant où on vit un peu à la période de tout électronique, avec beaucoup de data centers à divers endroits dans les régions arctiques, comme au niveau de la Finlande, la Suède, il y a des grands data centers qui sont très sensibles à ces perturbations du champ magnétique et à ce bombardement par ces petites particules. Je reviendrai sur ces différents thèmes. Mais pendant longtemps, les gens qui vivaient dans ces régions-là avaient différentes croyances, dont ici les Rovuntulet, ce sont les Finnois, ceux qui habitent en Finlande, qui pensaient que c'était un renard de feu, qui courait tellement vite qu'avec sa queue, il chassait la neige et cette neige venait s'embraser à la chaleur de la Lune. C'est pour ça que pour eux, c'était un phénomène qui était visible seulement par nuit claire, quand le renard arrivait à faire jaillir cette neige des montagnes et qu'elle venait s'embraser au contact de la Lune. Donc les Rovuntulet. Alors il y a d'autres croyances, celle-ci est plutôt sympathique. Il y a d'autres comme les Samis, eux, ils pensaient que c'était l'âme des morts. C'était plus quelque chose d'assez négatif. Donc durant les grandes nuits d'aurore boréale, parce que le phénomène, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, sauf qu'il y a des périodes plus propices pour pouvoir l'observer. Il faut déjà la nuit, parce que même si le phénomène se passe durant la journée, on ne peut pas le voir, du fait que le ciel est trop clair. Mais en tout cas, les Samis, eux, pensaient que c'était quelque chose d'assez négatif. Les âmes des morts, il ne fallait pas siffler, il ne fallait pas chanter, parce que sinon on pouvait se faire emporter dans l'au-delà et même se faire couper la tête. Donc ils étaient plutôt à rester tranquilles dans leur lavou les nuits de grandes aurores boréales. Chez les Vikings, qui est un peuple qui était le peuple scandinave du début, des Norvégiens, Suédois et Danois, eux pensaient que c'était les armures et les coups d'épée des redoutables guerriers au Valhalla, dans le paradis, grand paradis d'Odin, qui s'entraînaient et ces entraînements crachaient des aurores boréales. Il y a aussi la légende viking qui disait que c'était l'âme des morts. Une fois qu'elle décédait, un mort viking mourait sur le champ de bataille, c'était les Valkyries qui venaient le chercher sur le champ de bataille et son âme montait au paradis, au Valhalla, et cette âme illuminait le ciel sous forme d'aurore boréale. Voilà une autre croyance. Et la dernière que je vais vous parler, c'est les Inuits du Groenland, qui eux pensaient que c'était les âmes des morts également, mais là c'était plutôt sympathique. Ils s'amusaient avec des crânes de morses, et à chaque fois que les crânes venaient s'entrechoquer, ça créait des aurores boréales. Donc voilà un petit peu comment est-ce que autrefois les gens interprétaient ce phénomène assez mystique. Et encore maintenant, quand on regarde danser le ciel d'aurore boréale, ça reste quelque chose d'assez incroyable. Alors ça, c'est un peu plus scientifique, c'est les premières traces écrites il y a 3000 ans. Les écrits chinois parlaient déjà d'observation, mais pas du tout d'un côté mythologique, mais d'observation scientifique d'un phénomène qui se passait dans la haute atmosphère. Donc 3000 ans déjà, des représentations. Il y a aussi sur des tablettes cunéiformes de Babylone et d'Astyrie, où ils parlaient, ces astronomes, de phénomènes célestes. Alors pendant longtemps, il y avait eu cette idée que c'était la haute atmosphère qui s'évaporait et qui venait s'embraser avec la chaleur du soleil. Alors là, c'était plus scientifique, ce n'est pas le côté un peu mythologique comme les Finnois et les Rovuntulet. Là, c'était quelque chose où on pensait que c'est la haute atmosphère, mais heureusement, la haute atmosphère piégée par la gravité reste à sa place. Alors là, il faut avancer encore un petit peu dans le temps, où là, il y a différents scientifiques, beaucoup d'astronomes et de physiciens, dont là, Edward Sabine et Rudolf Wolf, qui ont réussi à comprendre un lien entre le nombre de taches solaires, donc un phénomène qui se passe au niveau du Soleil, et le nombre de jours d'aurore boréale. Là, on le voit sur le graphique, quand on regarde à l'horizontale, ça va être les années, et au point de vue vertical, c'est le nombre de jours d'aurore boréale qui coïncidaient avec les observations faites à la lunette, lunette astronomique, sur le Soleil, qui formaient des taches solaires. Là, actuellement,
à la radio ou au niveau des informations actuellement. Hein. Souvent, maintenant, on vous parle de ces taches solaires hein, qui sont prémices d'une grosse éruption, donc potentiellement, quelques jours plus tard, l'arrivée d'aurores boréales sur Terre. Donc, enfin, ces deux scientifiques, grâce à ces études et ces compilations de recherche, avaient compris que le phénomène ne venait pas de la Terre, hein, ce n'était pas la haute atmosphère qui s'évaporait, mais en tout cas que c'était un phénomène qui venait du Soleil et qui arrivait jusqu'à dans la magnétosphère. Alors la magnétosphère a une grande importance hein, pour nous protéger justement de toutes ces petites particules énergétiques. Autrement, on aurait beaucoup moins de vie sur Terre, où les conditions de vie seraient beaucoup plus difficiles. Alors là, on avance de nouveau un petit peu dans le temps, on arrive en 1897, et là, c'est un scientifique norvégien, Christian Birkeland, qui est parti faire des expéditions en direction du Cap Nord, hein, du coup en plein hiver, hein, comme vous avez compris, c'est en hiver. Hein. Alors, il n'y a quand même pas que l'hiver profond où on peut voir des aurores boréales, à partir de mi-septembre jusqu'à fin mars, début avril, on peut voir le phénomène correctement dans le ciel. Tant qu'il y a du noir, c'est bon. Donc, ce scientifique est parti faire ces deux expéditions dans le Grand Nord. Et durant ces expéditions, il a créé un magnétographe. Alors, bien sûr, ils avaient subi des grosses conditions météorologiques, hein, des tempêtes, il relatait dans ses livres qu'il y avait des tempêtes avec des températures de moins 30, mais en tout cas, il a conçu ce magnétographe qui est un système pour comprendre les perturbations du champ magnétique suite aux éruptions solaires. Alors, comment est-ce qu'il avait créé ce magnétographe hein, c'était quelque chose d'assez simple. Hein. Le champ magnétique, lui, c'est un peu comme la boussole. Donc, il a utilisé une aiguille, du moins l'aiguille, c'est comme la boussole. L'aiguille, avec un bout aimanté, indique en permanence le pôle nord magnétique. Et quand il y avait des perturbations dans la haute atmosphère, donc un phénomène qui venait du Soleil, son aiguille commençait à bouger un peu dans tous les sens. Donc, il a appelé ça l'orage géomagnétique. Et grâce à cette petite aiguille et un effet de miroir et un papier photosensible, quand l'aiguille bougeait, elle venait dessiner à la surface du papier sensible des lignes. Et grâce à ça, il a pu comprendre que ce champ magnétique se passait à haute altitude, dans la haute atmosphère. Donc, c'est un phénomène qu'on peut voir seulement par nuit dégagée. C'est pour ça, déjà, une des premières conditions, il faut une nuit bien claire, donc pas de nuages dans le ciel pour observer les aurores boréales. Alors, il a aussi compris qu'il y avait des petites particules qui, elles, arrivaient également dans la haute atmosphère. Alors ça, c'est la maquette qu'il a créée pour comprendre le phénomène d'une façon plus réduite. Hein. C'est la Terrella. Alors, au musée de l'université de Tromsø, on peut retrouver une réplique. Hein. C'est assez amusant et ludique d'aller y faire un saut pour tester sa Terrella. On appuie sur un bouton et là, on va venir bombarder avec des électrons une sphère magnétique dans une chambre à basse pression. Parce que le phénomène, vu qu'il se passe à très haute altitude, lui, il a créé cette chambre à vide, 10 millions de fois moins, la pression est 10 millions de fois moins élevée que celle sur Terre, et en bombardant avec des électrons, il venait créer des aurores boréales sur sa sphère magnétique. Et donc, il avait compris que ce phénomène se trouvait à des hautes altitudes au niveau des régions polaires, aussi bien l'Arctique et aussi bien les régions antarctiques, donc aurore boréale et aurore australe. Alors, comme je vous ai dit, hein, tout ça va venir depuis le Soleil. Alors, le Soleil, c'est un petit peu le mariage parfait entre la Terre et lui. Hein, c'est pour ça qu'on a la vie, tout se passe, on a la lumière, on a la chaleur, parce qu'en permanence, il nous envoie des rayons électromagnétiques de différentes formes. Alors ça, c'est quelques chiffres hein, pour comprendre un petit peu la taille du Soleil. Hein. Le Soleil, dans un Soleil, on pourrait mettre 1 300 000 fois la Terre. Alors, le diamètre moyen de la Terre, c'est 13 000 km. Lui, le Soleil, c'est 1 400 000 km. C'est 99% de la masse de notre système solaire et c'est 75% d'hydrogène. Et une température à la surface de 14 millions de degrés. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Donc là, c'est sûr qu'à la surface, il va se passer des phénomènes vraiment gigantesques. Alors, à peu près, c'est 8 minutes le temps entre la vitesse de la lumière, entre le Soleil et la Terre. Qu'une aurore boréale, donc ce flux d'énergie, va mettre en 3 et 4 jours pour arriver jusque sur Terre. C'est pour ça qu'on peut avoir des prévisions plus ou moins fiables. Hein. C'est un peu comme la météo, hein. Ça reste que des prévisions. Mais en tout cas, on peut avoir des tendances, savoir si dans les prochains jours, on peut avoir ou non des aurores boréales.
Ça fait tous ceux qui viennent cet hiver ou tous ceux qui vont venir cet hiver, je vous incite à télécharger une application qui s'appelle Aurora. Hein. Vous pouvez aller trouver ça sur Apple ou sur Android. Hein. Ce sont des petites applications qui permettent justement d'avoir toutes ces prévisions. Hein. Même là, avec les grosses activités d'aurore boréale qu'on a ces derniers jours en France, hein, souvent les applications envoient des notifications à n'importe quelle heure de la nuit. Comme ça, au moins, ça vous donne une idée à quelle heure va arriver ce flux d'énergie sur Terre. Alors, comme je vous ai dit, hein, le Soleil, c'est 75% d'hydrogène. Et là, on va avoir des isotopes d'hydrogène, deutérium et tritium. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Hein, comme je vous ai dit, ça reste quand même des choses qui sont quand même assez pointues au point de vue physique. Mais en tout cas, ces deux atomes légers vont venir fusionner. Et c'est ce que certains scientifiques essayent de faire sur Terre. Actuellement, on fait de la fission nucléaire. Donc, on prend un atome, on le casse en deux. Et en se cassant, il va produire de l'énergie. Donc, ça va créer de l'énergie, mais aussi des polluants, hein, tout ce qui est radioactif. Que là, la fusion nucléaire permet d'avoir encore plus d'énergie et moins de radiation. Donc, quelque chose, peut-être que si les scientifiques découvrent ce moyen de fusionner des atomes sur Terre, peut-être qu'on aura une énergie propre et illimitée pour le futur. En tout cas, là, ce qui se passe à la surface du Soleil, avec la pression et la température, c'est que ces deux atomes d'hydrogène vont fusionner et donner de l'énergie. Alors, c'est toute l'énergie que le Soleil nous envoie, hein, aussi bien la lumière visible, la chaleur, des ondes radio, des rayons X, des ultraviolets. Hein. Les ultraviolets sont très nocifs pour la santé. Hein. Certains sont captés par notre atmosphère, d'autres arrivent à passer. Donc, tout ça va être envoyé en direction de tout l'univers. Et de là, va avoir aussi un nouvel atome, l'hélium, et surtout des neutrons, des petites particules énergétiques, neutres, plus ou moins. Là, sur cette image, c'est neutre. En tout cas, ce sont des petites particules, donc des petites billes, comme des balles qui vont partir à grande vitesse, à peu près 1000 km par seconde pour les plus rapides, 300-400 km par seconde en moyenne. Et ces petites billes, hein, j'ai gardé le terme billes, hein, alors vous avez compris, ce sont des neutrons, donc des petites particules, mais en tout cas, ces petites billes vont venir rencontrer des atomes de notre atmosphère. Et c'est là qu'on va avoir le phénomène d'aurore boréale. Sans cette fusion et cette libération d'énergie, il n'y aurait pas d'aurore boréale possible sur Terre. Alors, comment ça se passe exactement, cette formation? Je vous ai parlé des taches solaires tout à l'heure. Hein. Alors, la tache solaire, on peut la voir avec des bonnes longues vues. Hein. Il y a certains observatoires astronomiques avec des filtres. Il ne faut pas essayer de regarder le Soleil avec des jumelles ou autres. Hein. Il faut vraiment des filtres très puissants. Mais en tout cas, dans certains observatoires astronomiques, on peut voir les taches solaires en direct. Et sur l'application que je vous ai donnée, hein, Aurora, vous pouvez regarder, hein, il y a différents onglets et il y en a un, on peut voir actuellement les taches solaires qu'il y a à la surface du Soleil. Alors, le Soleil, lui, il tourne sur lui-même et il a également un champ magnétique. Alors, c'est pour ça, là, sur l'image que vous pouvez voir sur l'écran, on voit sur la partie, alors est-ce qu'on voit ma flèche ici, sur le Soleil de gauche, on voit une ligne verte bien droite. Et on voit tout doucement, elle commence à s'enrouler, C'est son champ magnétique. Hein. Souvenez-vous de la pression, de la chaleur et de ces explosions de fusion nucléaire à la surface du Soleil. Au bout d'un moment, ce champ magnétique va commencer un petit peu à s'entremêler. Et c'est ce qu'on voit sur le côté droit. On voit que le champ magnétique a fait des nœuds. On voit qu'il commence à s'écarter un peu de la surface du Soleil. Et en s'écartant, c'est là où il va créer ces fameuses taches solaires. Alors voilà le phénomène vu sous un autre angle, de profil. Là, c'était vu de face, on voit que ça s'enroule. Et là, on retrouve le champ magnétique qui sont les lignes noires avec les petites flèches. Et on voit que ce champ magnétique fait un peu comme une protubérance. Et d'un coup, il n'est plus du tout connecté à la surface du Soleil. Et là, on voit qu'il y a un phénomène qu'on appelle une éruption solaire. Et c'est à ce moment-là que va être expulsé à grande vitesse, 1000 km par seconde pour les plus rapides et 300-400 km par seconde en moyenne pour le reste. Et on voit que cette matière va être éjectée dans toutes les directions de l'univers, du moins de notre champ, de notre système solaire. Alors ici, on voit les fameuses pénombres des taches solaires. Alors sur l'image en bas de l'écran, on peut voir la taille de la Terre par rapport à une tache solaire. Donc, vous voyez, en fait, on n'est vraiment pas grand-chose
au milieu de notre système solaire. Attendez, je coupe. Alors, on voit qu'on n'est vraiment pas grand-chose par rapport au Soleil, hein, une petite tache solaire aussi grande que notre planète. Donc, imaginez l'énergie qui s'échappe en permanence du Soleil. Mais heureusement, la Terre est bien faite, hein, elle a plein de parades pour nous protéger de tout ça, hein, dont le fameux champ magnétique. Alors, ça sont les cycles naturels du Soleil. Souvenez-vous, je vous ai dit que le Soleil, il avait un champ magnétique, hein, donc il a une dynamo, comme la Terre, hein, le centre de notre Terre est fait de 90% de fer en fusion. Hein, et vu qu'il est chaud, il va faire des mouvements de convection. Il va monter, descendre. Et tel une dynamo, ça va créer un champ électrique magnétique dipolaire, polarité pôle sud, pôle nord. Et le Soleil, lui, va avoir le même phénomène à l'intérieur. Alors ça, c'est encore des choses qui sont difficilement étudiables, hein, parce qu'il faut imaginer arriver à étudier l'intérieur du Soleil grâce à des filtres et également à des lumières d'ondes. Ils arrivent à comprendre un peu ce qui se passe au niveau du noyau du Soleil. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des cycles qui sont tous les 11 ans avec des pics et bien sûr l'inverse avec des creux. Et là, actuellement, on est dans le cycle 25. Alors, il faudrait que je réactualise un petit peu mon graphique. Mais ce qui veut dire que dans le cycle 25, où actuellement on est un peu à son sommet, hein, le cycle 25, c'est le plus grand cycle du Soleil depuis le début de l'étude des cycles solaires. Hein. C'est pour ça qu'on a régulièrement des observations d'aurores boréales jusqu'en France. Hein. Déjà au printemps, au mois de mai, il y a eu plusieurs épisodes où on a vu que des aurores boréales ont été observées jusqu'au pourtour de la Méditerranée. Hein. Donc on est vraiment dans un cycle très intense, car la dynamique interne du Soleil, son champ magnétique est très puissant, et plus il va être puissant, il va être de plus en plus emmêlé, et en s'emmêlant, souvenez-vous, il va créer ces fameuses taches solaires, et quand la tache solaire va rentrer en éruption, c'est là où elle va émettre énormément d'énergie, et toutes ces petites particules, les billes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vont arriver dans notre haute atmosphère. Alors là, actuellement, on est 2025-2026, hein, le cycle, il a son optimum, hein, on arrive vraiment au sommet du pic, mais même les années en bas de cycle, hein, moi, comme je vous ai dit, ça fait 8 ans que je dis les saisons en Norvège, j'ai toujours observé des aurores boréales. Une des grosses contraintes reste quand même la météo, hein. Il faut un ciel clair, mais on essaye toujours d'avoir des bonnes conditions avec le choix de navigation du bateau et le lieu de mouillage pour avoir de belles observations. Ça, vu que les séjours sont vraiment tournés en direction de l'observation des aurores boréales, c'est un choix. À chaque fois, on essaye de trouver une baie bien protégée, un mouillage où le ciel est bien dégagé, hein, parce que ça reste quand même une météo côtière, hein, c'est une météo océanique, un climat océanique, la Norvège, donc ça change très vite. Et donc, quand on regarde un peu les prévisions météo, avec le capitaine, on décide du mouillage le plus propice pour avoir un ciel clair. Hein. C'est toujours assez négociable, hein, de pouvoir trouver un ciel clair. Souvent, on s'enfonce un petit peu à l'intérieur des terres avec le fjord, hein, et donc un temps un peu plus sec. Mais bon, à part ça, le cycle 25 actuel est vraiment très intense, donc vraiment des observations d'aurores boréales assez régulières. Hein. Là, j'étais en Norvège, c'était il y a une dizaine de jours, là, sur la dernière croisière de la saison. Tous les soirs, on a eu vraiment de très belles aurores boréales. Alors, je ne vous promets pas que tous les soirs on aura, hein, parce qu'il faut bien sûr un ciel clair, et aussi que le soleil nous envoie assez de matière au moment de son éruption pour faire une belle aurore boréale. En tout cas, on arrive à en observer des belles sur les croisières de 7-8 jours, à peu près 2 ou 3 dans la semaine, entre les différentes conditions que je viens de vous dire. Donc, en fait, on en voit régulièrement. Alors voilà, le champ magnétique de la Terre, là, il est représenté en bleu. Donc, ça reprend un petit peu l'explication, comment dire, un petit peu un récap de ce que je vous ai dit. On retrouve le Soleil sur la gauche. Et là, vous voyez, on voit des éruptions solaires. Ce sont ces points très lumineux, très blancs. Et là, on voit aussi des zones de lignes. Alors ça, souvenez-vous, c'est ce champ magnétique qui s'en mêle, qui fait cette protubérance. Et à l'intérieur de celui-ci, il va y avoir ces petites billes énergétiques qui vont arriver jusque sur Terre. Parce que pour faire des aurores boréales, il faut vraiment 2 conditions du Soleil, son champ magnétique qui va venir annuler le nôtre, et également des petites particules énergétiques qui vont venir rentrer en collision avec des atomes de la haute atmosphère sur Terre. Donc là, sur cette image, on voit ce vent solaire. Hein. Beaucoup de scientifiques rêvent un jour, tels des navigateurs avec des grandes voiles, étendre des grandes bâches, on va dire, dans l'univers, hein, et poussés par ce vent
qui ne s'arrête jamais, hein, vu qu'il n'y a pas de frottement dans l'univers, et ben, cette énergie pourrait pousser des vaisseaux spatiaux ou des satellites vers des lieux encore inexplorés. Alors, ces petites particules, il n'y en a pas énormément. Hein. Ça, sur l'application, hein, je peux vous donner justement à l'heure actuelle, je prends mon téléphone, comme ça, je vous donne en temps réel, grâce à l'application Aurora, justement la vitesse du vent solaire plus les particules en centimètres cubes. Vous l'avez bien compris, plus il y a de particules énergétiques, plus on a de chances de voir des belles aurores boréales. Alors, Aurora, on regarde en direct, je pense que ça peut être assez intense hein, avec ce qui s'est passé. Vous voyez, là actuellement, il y a un indice KP, ça je reviendrai sur le terme, de 3,33. Ces derniers jours, on avait un KP de 8, ce qui est vraiment énorme. Hein. Alors là, maintenant, à 7 heures ce matin, c'était un KP 7. Alors, ce qui m'intéresse de vous dire, la vitesse du vent solaire en kilomètres par seconde à l'instant T est de 750 km par seconde. Donc déjà, on est sur des vitesses assez rapides, hein, parce que le plus vite, c'est 1000 km par seconde. Et là, en milieu d'après-midi, on était à 15h30, on était à 840 km par seconde. Donc des vents très rapides, ce qui fait qu'on a potentiellement de belles aurores boréales visibles sur Terre. La densité de ces petites particules énergétiques, hein, ces petites billes, actuellement, il y en a 4. Et pareil, à 15h30, il y en avait 20 particules par centimètre cube. Donc, c'est vraiment une grosse éruption. Hein, vous l'avez vu, hein, elle est classée en X, donc vraiment des grosses éruptions solaires. Et c'est pour ça qu'on a pu observer avant-hier soir des aurores boréales jusqu'en France. Et ça évolue très rapidement. C'est pour ça qu'on voit souvent les aurores boréales danser. C'est comme un vent. Plus le vent va être fort, plus il va amener de la matière, des petites particules, et d'un coup, quand il s'arrête, l'aurore boréale va s'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce phénomène de mouvement permanent dans l'aurore boréale qu'on observe. Hop, je continue. Alors là, c'est juste pour imager hein, ce vent solaire, hein, c'est la queue ionique. Alors, ionique, c'est que c'est ionisé, hein, ce n'est pas la queue de frottement de particules qui sont rejetées par la comète quand elle se fait désagréger par le Soleil. Hein. C'est une queue ionique, donc on voit que la queue ionique, poussée par le vent, quand elle arrive en rotation autour du Soleil, est toujours opposée au Soleil. Parce que souvenez-vous, le Soleil tourne sur lui-même. Et ça va avoir une grande importance, parce qu'il peut y avoir une belle éruption, un énorme flux de matière qui arrive en direction de la Terre, mais il faut que la Terre soit au bon endroit, parce que ça peut nous passer juste à côté. Alors ça, c'est une autre image, c'est pour vous montrer l'intérêt de l'étude et de l'observation du Soleil. Alors tous ces satellites que je vous ai mis en image ne font pas qu'observer le Soleil, il y en a d'autres qui étudient d'autres choses, mais en tout cas, maintenant, c'est pris vraiment très au sérieux. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vu qu'il y a beaucoup de data centers et autres, ordinateurs et industries un peu technologiques sensibles à ces perturbations et à ce flux d'énergie qui arrive du Soleil. S'il y a une énorme éruption, la dernière qu'il y a eu avant-hier, elle a causé des perturbations sur les ondes radio courtes de niveau 2. Donc, ça va impacter un petit peu sur Terre des moyens de communication, certes qu'on n'utilise plus, mais si un jour il y a une énorme éruption solaire, peut-être que ça peut faire des blackouts dans certaines régions du monde. Alors là, je vais vous parler de quelques satellites, hein, comme ici SOHO, hein, qui va étudier les particules qui arrivent du Soleil, hein, ce vent solaire. Alors là, on voit sur l'image de gauche, justement, tout ce flux d'énergie. Alors, le rond blanc, il entoure une comète, mais en tout cas, le flux d'énergie qui arrive du Soleil, c'est ces grands panaches, donc ces éruptions solaires. Et ici, il y a un disque bleu au niveau de l'astre en lui-même, pour pas que le satellite et ses instruments soient perturbés par la lumière intense du Soleil. Donc là, en tout cas, on peut voir l'éjection de matière à la surface du Soleil. Et c'est ce qu'il étudie en permanence. Alors ça, c'est la sonde ACE qui, elle, va étudier justement l'intensité de ces petites particules pour savoir à quelle vitesse elles vont arriver. Et ça, c'est le dernier satellite qui va lui étudier plutôt notre champ magnétique, justement, pour voir comment est-ce qu'il va être impacté par l'énergie du Soleil. Parce que notre champ magnétique, lui, certes, c'est un bon bouclier, mais parfois, il est plus ou moins puissant. Ça va dépendre, pareil, de la dynamique interne de notre Terre et donc de la dynamo. Donc, parfois, il est puissant, parfois, il n'est pas. Et ça change également très rapidement. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir un énorme flux d'énergie. Mais si on a un champ magnétique terrestre qui est trop puissant, il n'y a aucune de ces petites particules qui arrivent à aller jusqu'à la haute atmosphère terrestre. Donc, ces particules vont juste rebondir contre le bouclier et continuer leur chemin. Alors ça, je reviens sur le champ magnétique
du Soleil. Ici, il l'appelle le CMI, CME, champ magnétique interplanétaire. Et vous voyez là sur la photo, sur l'image, on peut voir que vu que le Soleil est en rotation, eh ben, son champ magnétique expulsé au moment de l'éruption solaire va faire pareil, va être en mouvement un petit peu de spirale et venir balayer toute la totalité de notre système solaire. Il n'y a pas que sur Terre qu'on peut avoir des aurores boréales, hein. Certes, c'est l'endroit le plus facile, hein, parce qu'on n'est pas prêt d'aller encore sur d'autres planètes, mais en tout cas, toutes les planètes qui ont un champ magnétique avec une pseudo-atmosphère, parce qu'il faut quand même des petites particules. C'est pour ça, par exemple, sur Mars, pas d'aurore boréale. Sur la Lune, pas d'aurore boréale, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique. Par exemple, Vénus ou certaines planètes gazeuses peuvent avoir des aurores boréales. Pas forcément de la même couleur, parce que ce n'est pas les mêmes molécules qui vont être excitées, mais en tout cas, le phénomène se fait sur différentes planètes de notre système solaire, dont la Terre. Alors là, c'est pour vous montrer aussi le hasard, hein, parce qu'il faut aussi que la Terre soit positionnée au bon endroit. Donc là, sur l'image, ici, on peut voir les représentations des différentes sondes que je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Là, il y en a d'autres, la SO, stéréo, qui vont modéliser justement ce flux d'énergie qui arrive du Soleil. Alors sur l'image de gauche, c'est notre système solaire. À l'horizontale, on peut voir les différentes planètes. Alors la boule jaune, c'est la Terre, Mars, c'est en rouge, Mercure. Là, vous venez vous resituer sur l'image de gauche. Et là, on voit qu'il y a un gros flux d'énergie qui arrive, mais malheureusement, ça passe à côté de la Terre. On voit que la Terre est épargnée, cette fois-ci, par l'arrivée de cette énergie et ce flux de matière qui arrive du Soleil. Donc, certes, il peut y avoir des grosses taches solaires, mais si ça passe à côté de la Terre, vous avez bien compris, pas d'aurore boréale. Donc, c'est plein de petits paramètres qui font qu'on peut observer vraiment de belles aurores boréales. Mais plus il y a de taches solaires, statistiquement, ce qui est le cas maintenant, hein, on est au sommet du cycle 25, plus il y a de chances qu'on soit au bon endroit, au bon moment, avec une grosse éruption solaire, donc des petites particules énergétiques, un vent très fort, qui vont créer de grosses perturbations de notre haute atmosphère, de notre champ magnétique, et créer des aurores boréales. Alors, je passe à l'image d'après. Ça, je reviens juste un petit peu sur l'explication justement de notre champ magnétique qui est assez important, parce que grâce à lui, notre Terre est protégée de toute cette énergie qui arrive du Soleil. Si on n'avait pas de champ magnétique, la vie sur Terre serait quasiment impossible. On serait bombardé en permanence de particules ionisantes, donc, qui pourraient créer des cancers ou autres maladies du fait de ces particules énergétiques qui traversent les cellules vivantes. Mais en tout cas, là, on a notre champ magnétique, le noyau terrestre, 90% de fer, liquide, mouvement de convection, création d'une dynamo, d'énergie. Et donc, on va avoir un pôle sud magnétique et un pôle nord magnétique qui n'est pas forcément au même endroit que les pôles nord géographiques et pôle sud géographique. Ça peut être à un autre endroit. Je vous montrerai une carte de l'évolution de notre champ magnétique. Alors, l'unité de mesure, c'est le Tesla. Et cette énergie, elle évolue également rapidement. C'est pour ça que je vais reprendre mon téléphone. Je vais regarder à l'instant T, à l'endroit où je suis, parce que peut-être certains sont à d'autres endroits en France ou en Suisse ou autres. Vous regarderez, on n'a pas forcément la même intensité du champ magnétique. Alors, sur l'application, ça s'appelle la BZ du vent solaire. Alors, BZ du vent solaire, c'est l'intensité de notre champ magnétique. Alors, actuellement, à 17h34, il est de 6. C'est-à-dire que notre champ magnétique est quand même assez puissant. À 15h30, il était de 8. Alors, quand le champ magnétique terrestre est en positif, ce qui est le cas actuellement, il laisse passer très peu de particules. Quand on a des grosses probabilités d'aurore boréale, si le champ magnétique est en négatif, des fois il arrive à -2, -3, -5, c'est-à-dire que là, le champ magnétique terrestre est très faible, donc il va laisser passer un petit peu toutes ces petites particules. Parce que souvenez-vous, il y a aussi un champ magnétique interplanétaire, donc un champ magnétique du Soleil qui s'est détaché au moment de l'éruption solaire, qui lui va venir annuler le nôtre. Donc plus son champ magnétique est puissant, plus ça va venir casser notre bouclier. Et là, actuellement, le champ magnétique qui arrive du Soleil est de à peu près 9. Et à 16 heures, il était de 4. Vous avez vu, comme ça varie très rapidement. Donc, également, c'est pour ça qu'on peut voir les aurores bouger, parce que vu que ce sont des phénomènes qui bougent très rapidement, forcément, les particules
arrive plus ou moins rapide, etc. Donc, ça se déplace très rapidement dans le ciel. Alors donc, l'unité de mesure, c'est le Tesla. Et ça, il y a eu certains scientifiques, on voit que le champ magnétique terrestre, il bouge en permanence. Il y a quelques années, il était au niveau du passage du nord-ouest. Il a accéléré, il a franchi le pôle nord géographique. Maintenant, il est en train de basculer en direction de la Sibérie. Il y a deux possibilités, du moins deux théories qui s'affrontent. Certains pensent que le champ magnétique va s'inverser. Peut-être que certains l'ont déjà entendu. Donc, le champ magnétique va tourner comme ça tout autour de la Terre. Un jour, on aura les boussoles qui vont être orientées en direction de l'équateur et ça va venir s'inverser. Ça, c'est une des théories qui serait les plus favorables. Et d'autres parlent d'un arrêt total de notre champ magnétique qui a déjà eu lieu. Parce qu'au moment de l'ouverture de l'océan Atlantique, l'océan Atlantique, c'est c'est un fond marin. Donc, quand il s'écarte, le plancher s'ouvre et là, on a du magma en fusion qui sort, qui est très ferreux. Et au moment où ça va venir se solidifier, les paillettes de fer à l'intérieur de ce magma vont soit s'orienter en direction du nord magnétique, soit du sud magnétique, d'après la polarité de notre champ magnétique. Et ils ont vu qu'à une époque, ce champ magnétique s'était totalement arrêté. Donc, il y a eu un effondrement un petit peu de la vie sur Terre, parce que bombardé en permanence par cette énergie et ces particules énergétiques, la vie ne supportait pas ça. Et jusqu'au moment où la dynamo est repartie, et la vie a pu de nouveau se développer. Donc là, actuellement, on est aussi en plein bouleversement de notre champ magnétique. Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va continuer à descendre vers la Sibérie et venir s'inverser gentiment? Pour l'instant, les deux théories sont en train de s'affronter. Alors voilà, là, je reprends juste les petits schémas sur le BZ. Souvenez-vous, le BZ, c'est l'intensité de notre champ magnétique. Donc là, ici, on voit sur la verticale moins 10, moins 20. Donc, c'est un champ magnétique plutôt bas. Donc, il laisse vraiment passer toutes les petites particules. Des vents très rapides. Donc, plus on va avoir un champ magnétique bas, des vents rapides, des particules énergétiques, plus on aura des grosses aurores boréales sur Terre. Alors voilà, ça, je reprends le terme capé. Alors, c'est un mot anglais qui veut dire le potentiel d'observation de lumière dans le ciel pour les aurores boréales. C'est une échelle de 0 à 9. Alors, il y a des aurores boréales tout le temps. Le phénomène est permanent, sauf pas forcément visible, même par nuit claire, parce qu'il faut quand même pas mal de petites particules qui vont créer des photons. Ça, je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, ça donne une échelle ouverte, parce que peut-être qu'un jour, on aura un capé 10, 12. Les capés 9 sont visibles jusque dans le sud de la France, pour vous donner une idée. Capé 8, c'est au niveau de 45 degrés nord, donc à peu près jusqu'au niveau des Alpes. C'est ce qu'on a eu ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai vu certains de mes collègues au niveau de la Bourgogne ou aussi au niveau, ils étaient au niveau de l'Alsace. On fait de très belles photos d'aurore boréale. Il y a eu même un phénomène qui a été observé pas très loin de chez moi dans les Alpes. Donc les gros capés, potentiellement, on a grande chance de voir de belles aurores boréales. Donc on va regarder là, pareil, sur le téléphone. Maintenant, à combien est le capé? Je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Alors, indice capé, emplacement actuel, il est de 3,33. Alors, ça, ce n'est pas un capé très puissant pour qu'on puisse voir une aurore boréale jusqu'en France. Alors, certainement, le flux d'énergie est passé. Quoiqu'à 22 heures, peut-être ouvrez l'œil ou téléchargez l'appli. À 22 heures, il annonce de nouveau un capé de 6,67, donc pas très loin de 7. Donc, ceux qui sont dans le nord de la France, jetez un petit coup d'œil aux alentours de 22h, 23h. Ça reste que des prévisions. C'est pour ça, souvent, je dis, lors des séjours, des croisières, c'est plus vous êtes patient, plus vous buvez du café, parce que ça aide à rester un peu éveillé, plus vous avez de chance de voir des aurores boréales. Parce que c'est en restant un petit peu dehors, même si l'application donne rendez-vous à telle heure, il y a des observateurs qui vont vous prévenir, mais ça, tant que vous vous habillez, de ressortir du lit, d'arriver, des fois, vu que ça va très vite, ça peut disparaître. Et des fois, le phénomène peut rester durant plusieurs heures de suite sans jamais faiblir. Ça dépend vraiment de l'éruption solaire et de la matière, de l'énergie que le vent va amener jusque nous. Donc, je reviens là, 6,67. N'hésitez pas à regarder assez régulièrement. Il ne faut pas rester dans le jardin en permanence, mais vous regardez un petit peu le ciel en direction du nord, parce qu'on est quand même à des latitudes très, très au sud. Mais en tout cas, peut-être que vous allez voir une aurore boréale.
Hop, alors là, je refais de nouveau un petit point sur les différentes explications, parce que, comme je l'ai dit, c'est très beau à regarder, mais ça fait un peu mal à la tête des fois d'essayer de comprendre le phénomène des aurores boréales. Des fois, il faut revenir plusieurs fois sur l'explication, où il y a aussi un bon maxi-guide que Grands Espaces vend. C'est toujours assez intéressant. J'ai pas mal regardé. Il est très ludique, très bien fait sur les aurores boréales. Donc, n'hésitez pas à regarder également des petits livres avant de venir cet hiver pour les séjours. C'est toujours sympa un peu de comprendre le phénomène en amont, malgré tout. Même si vous bouquinez, je vous referai quand même la conférence, vue d'une façon un petit peu différente. Mais en tout cas, là, je reprends un peu les explications. Alors là, sur la photo, sur la gauche, on peut voir en orange le flux d'énergie qui arrive du Soleil. Donc, ces petites particules, les billes, qui sont dans un champ magnétique interplanétaire. Je pense que les termes commencent à vous parler. Et là, on voit qu'il y a des cornets polaires. Parce que souvenez-vous, c'est un champ magnétique bipolaire. Donc, il y a un point de sortie, un point d'entrée. Ce n'est pas un rond, un cercle autour de la Terre qui nous protège parfaitement. Il y a forcément un endroit où il y a un trou. Et ce cornet polaire, il y a des petites particules qui vont rentrer à l'intérieur, sauf ce cornet polaire, il est orienté en direction du Soleil. Et là, ce sont des aurores boréales de jour. Donc là, aujourd'hui, on a vu sur l'application qu'il y a eu des aurores boréales toute la journée, des pics assez énormes, sauf malheureusement, il fait jour, donc on ne peut pas les observer. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle que c'est un phénomène qui arrive du Soleil et pourtant, on est obligé d'attendre la nuit pour le voir. Donc, quelque chose qui est à l'opposé du Soleil, caché par la Terre. Donc ici, là, on voit ce flux d'énergie qui va rebondir dans notre champ magnétique. Mais vu que le champ magnétique du Soleil est très puissant, ça va venir briser notre champ magnétique. Et là, sur la droite, alors Laureline, tu peux me dire si on voit la flèche ou pas parce que... Ah non, on ne la voit pas. Bon, quand vous viendrez sur le bateau, je le fais de façon un peu artistique, comme ça vous comprenez un petit peu mieux. Mais en tout cas, ces petites particules vont être poussées par le vent solaire. C'est pour ça qu'on voit que notre champ magnétique s'effiloche un petit peu en direction de l'espace. Et là, on voit qu'il s'affaiblit et la petite particule, hop, elle va en profiter pour rentrer à l'intérieur. Le champ magnétique va ramener tout ça jusque sur Terre et ces petites particules vont enfin arriver dans le cornet polaire orienté à l'opposé du Soleil et donc faire les fameuses aurores boréales. Donc, c'est plein de petits paramètres, mais quand ça marche, ça fait vraiment des spectacles assez énormes. Alors voilà, les aurores boréales, ça c'est pour vous montrer les altitudes entre 80 et 1000 km au-dessus de nous. Donc c'est pour ça, dès qu'il y a un plafond nuageux, on peut seulement rester bien au chaud jusqu'au moment où il se déchire. Et les pilotes de ligne, eux, on voit régulièrement, surtout les longs courriers qui passent par les zones polaires, par l'arc auroral, pour aller en Amérique, par exemple Los Angeles, Paris et Los Angeles, ils vont passer au-dessus du Groenland. Donc, ils vont passer en plein dans la zone d'activité des aurores boréales. C'est pour ça, quand il y a des gros phénomènes, surtout l'année dernière au printemps, les scientifiques s'étaient un petit peu alarmés en disant « Mais qu'est-ce qui se passe si un avion se fait perturber par une aurore boréale ?» Ça, c'était un peu la question. Donc, heureusement, ils ont trouvé des systèmes pour venir protéger du champ magnétique interplanétaire, mais pas des petites particules. Il n'y a rien qui arrête les petites particules, sauf peut-être une grosse masse de plomb ou autre. Mais en tout cas, ce sont des risques à prendre. Donc, c'est pour ça que les aurores boréales sont vraiment souvent étudiées et surtout toute cette énergie. Donc, ici, là, on voit l'ISS qui est pile à l'auteur un peu de ces fameuses aurores boréales. Et ça, sur l'image de gauche, là, on voit des aurores australes. Très peu peuvent observer les aurores australes parce qu'il faut déjà être en Antarctique en plein hiver. Donc, il faut se dire que c'est seulement des scientifiques ou des militaires qui sont basés sur des zones de l'Antarctique en hiver. Donc, très peu en voit, mais c'est la même chose. Ce sont les mêmes couleurs, le même phénomène. Et ici, on voit que l'ovale auroral, il est centré sur le pôle magnétique qui se trouve là et non le pôle géographique qui se trouve là. Donc, vous avez bien compris que le pôle magnétique est bien différent du pôle géographique. Et là, on voit un petit peu sur l'ovale auroral qu'ici, là, l'observateur qui se trouve là, il y a énormément d'énergie, donc ça fait une énorme aurore boréale à ce niveau-là, que celui qui est juste à côté, il n'y a rien du tout. Donc, il y a aussi un petit peu la chance de l'observateur, c'est être au bon endroit, au bon moment, parce que peut-être là, il y a un champ magnétique trop puissant, et ici, il laisse passer un petit peu tout ce qui arrive du Soleil.
Alors là, on va de nouveau, là on est parti très grand avec le système solaire, on va zoomer un petit peu et là je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que ces petites particules vont émettre de la lumière. Alors là, on voit les altitudes, hein, donc ce sont des pressions bien différentes de celles qu'on a sur Terre. Alors l'atmosphère est déjà bien appauvrie, hein, il n'y a plus que quelques… La densité est beaucoup moins importante, hein, donc très peu d'azote, très peu d'oxygène à différentes altitudes. Et donc, souvenez-vous, ces petites particules énergétiques vont venir rentrer en collision avec des molécules de cette haute atmosphère. Et d'après la pression et la vitesse de la collision, eh ben, il va y avoir libération d'un photon de différentes couleurs. On voit du rouge, du bleu et du vert. Alors le photon, hein, c'est une onde électromagnétique que l'œil peut voir, hein, c'est dans le spectre lumineux visible. Donc le photon, c'est la lumière. Donc ces petites particules vont émettre une lumière, soit rose, soit vert, bleu ou rouge. C'est pour ça que nous, les aurores boréales qu'on peut observer en France sont plutôt de couleur rouge, rose, parce que ce sont des particules qui sont descendues très bas dans l'atmosphère, vous voyez, à moins de 100 km au-dessus de nous. Donc, ça va former des couleurs roses. C'est quasiment impossible de voir des aurores boréales vertes en France, ou vraiment dans le nord de la France. Mais la plupart qu'on va voir, nous, sont plutôt des aurores boréales de couleur rouge-rose, parce que vu que c'est une énergie importante et puissante, et ben, ces particules vont descendre très bas en altitude et en latitude, et donc créer des couleurs plutôt rosées. Alors voilà un petit peu le schéma pour comprendre les différentes couleurs, rose, vert, bleu et rouge. Mais qu'est-ce qui va se passer si on zoome encore un petit peu? Après, je n'irai pas plus bas. Donc ici, on retrouve l'atome. Alors là, on va prendre par exemple l'atome d'oxygène à ce niveau-là. Ici, on voit qu'il y a un noyau, un électron. Et là, ici, une petite particule. Souvenez-vous, cette petite particule au moment de la fusion nucléaire énergétique, donc cette petite bille qui va partir, elle va venir taper un atome d'oxygène. Donc l'oxygène, bah, lui, il va réagir. En fait, le moment où il va taper, je vais vous montrer comme ça, là, il y a l'atome qui ne demande rien à personne, et là, d'un coup, il y a cette petite particule qui va la taper. Donc la petite particule, elle s'en va. Elle a libéré son énergie. Donc notre atome, lui, va absorber de l'énergie. Donc il va changer d'état. On voit que là, il est dans un état stable, fondamental. Et là, il va passer dans un état excité. Donc il change d'état. Il va commencer à vibrer un petit peu, à créer de la chaleur, pourquoi pas. Sauf qu'il ne peut pas rester dans cet état indéfiniment. Il va vouloir retourner dans son état fondamental. Mais vu qu'il a plein d'énergie, le seul moyen de retourner dans son état fondamental, c'est de libérer cette énergie, soit sous forme de chaleur, ou soit sous forme de photons, donc de lumière. Donc la petite particule qui a tapé la molécule d'oxygène, l'atome d'oxygène, l'atome d'oxygène était excité. Au moment de retourner dans son état fondamental, émet un photon de couleur verte, plus ou moins perceptible par l'œil humain. Parce que pour que l'œil humain puisse voir de la lumière, il faut quand même un certain nombre de photons. Donc, on retombe dans le principe que plus il y a de particules, plus on a de chances de voir des aurores boréales. Et en plus de ça, souvent, les photos d'aurores boréales sont toujours plus flatteuses que l'observation en lui-même. Il y a quand même des aurores boréales très puissantes. Moi, j'en ai vu vertes, ça éclairait le pont du bateau en verre ou même un peu la neige aux alentours, quand il y a vraiment des phénomènes assez puissants comme ces derniers temps, vraiment assez impressionnants. Mais sinon, on va plutôt les voir un peu moins colorés parce que l'œil humain, c'est 1/35e de temps de pause que l'appareil photo, lui, on peut le mettre jusqu'à 5-6 secondes. Donc, lui, il va capter tous ces photons sur son capteur et nous donner une belle image d'une belle aurore boréale. Qu'à l'œil nu, elle sera un petit peu moins verte flashy. Il ne faut pas penser voir des aurores boréales ultra vertes, vert fluo. Ça, c'est seulement sur les photos. On voit du vert, on voit du rouge. On peut voir différentes couleurs dans ces panels-là, on va dire. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir des images fluo à l'œil nu. Ça va être du vert un petit peu, du vert mat un peu. Mais ça reste vert. Après, ça dépend aussi de l'observateur, parce que ça dépend aussi de la génétique. Il y en a, ils ont une très bonne oreille, d'autres ont un très bon goût, un très bon nez, et certains ont de très bons yeux, parce que ça dépend un peu des cônes et des bâtonnets. Alors ça, c'est à l'intérieur de l'œil, ce qui permet de voir les hautes lumières et les basses lumières. Il suffit que d'après notre génétique ou la vie,
comment dire, l'usure de la vie. Moi, j'ai des lunettes, forcément, peut-être que je vois moins bien les aurores boréales que quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, la perception de l'aurore boréale dépend aussi de l'observateur. Donc là, vous avez bien compris, hein, il y a absorption d'énergie. Et ça, à une époque, on créait des aurores boréales, entre guillemets, un peu régulièrement. C'est quand on avait des ampoules à filaments. On appuyait sur l'interrupteur. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie de l'énergie, comme la petite particule. Mais on l'envoie dans quoi? Un filament. Donc, les atomes de fer, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils absorbent cette énergie sous forme électrique. Donc, ils passent dans un état excité, sauf que les atomes de fer ne peuvent pas rester dans cet état excité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent de nouveau un photon qui est très puissant, parce que l'électricité, c'est très puissant. Donc, en fait, on avait une lumière blanche ou jaune. Donc, en allumant la lumière avec des filaments, et ben là, on créait des petites aurores boréales. Ou un autre exemple, hein, de libération d'énergie après excitation d'un atome. Vous prenez un morceau de fer. Alors, prenez pas, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cette idée-là, il faut prendre la fourchette, c'est peut-être à l'école, on s'amuse à torsader les fourchettes, mais prenez un morceau de métal un peu souple, mécaniquement, vous allez venir l'exciter. Donc là, vous allez changer l'état du morceau de fer comme ça. Et quand vous avez fini de le bouger, vous touchez un peu, il va être chaud. Parce que pareil, vous allez exciter l'atome de fer. Donc il va passer dans un état excité. Lui, il va retourner dans son état fondamental. Donc c'est une faible excitation. Il émet quoi? De la chaleur. Par contre, un forgeron qui arrive à faire chauffer son fer, il va le faire passer par une couleur rouge. Et quand il est vraiment très chaud, il va passer par une couleur blanche. Parce qu'il a besoin de rayonner énormément d'énergie pour retourner dans son état fondamental. Voilà un petit peu l'explication. Alors après, j'en ai une autre un petit peu plus poétique. Alors ça, c'est plus personnel, hein. Moi, je le vois un petit peu comme l'amour. Alors en fait, il faut imaginer que l'atome d'oxygène, c'est un beau jeune homme, et la petite particule, c'est une belle jeune fille. Le beau jeune homme, tous les jours, il va aller à son travail, hein, donc il va prendre le métro, il va marcher un peu sur le trottoir, et pourtant, tous les jours, il va croiser des jeunes femmes, sauf que, je ne vous ai pas dit quelque chose, pour qu'il puisse absorber cette énergie, il faut que l'énergie de ces petites particules soit égale au changement d'état. Donc c'est pour ça qu'on ne tombe pas amoureux de toutes les belles jeunes filles qu'on croise, heureusement, sinon on aurait des problèmes. Bah, ce beau jeune homme, lui, un jour, il va tomber sur une jeune fille, comme cette particule, qui va venir l'exciter. Il va changer d'état. Il va passer d'un état fondamental, donc célibataire, à un état excité en couple. Mais bon, l'amour, ça ne dure que 3 ans. Un mariage sur 2 finit par un divorce. Donc forcément, le beau jeune homme, lui, va retourner à son état fondamental. Et comment il fait? Eh ben, il va émettre un petit photon, qui est la belle jeune fille. Elle va partir rayonner ailleurs. Et lui, ce garçon, va retourner dans son état fondamental. Voilà, je vous laisse libre arbitre de croire l'une ou l'autre version. Moi, je pars plutôt sur la version scientifique. Mais en tout cas, les deux sont assez intéressantes. Alors là, on reprend un petit peu des images vues du ciel, où on voit des aurores boréales vues par satellite, bien sûr, hein, on voit ces différents panaches. L'ovale auroral se situe à une latitude assez précise. Pour ça, Tromsø a été déclarée capitale des aurores boréales du fait de la latitude à l'endroit où on se trouve, de la longitude, hein, parce que quand on est en Islande, on peut également voir des aurores boréales, mais plus au sud du cercle polaire. Parce que vu que ça suit un arc autour de la Terre, hein, qui est posé par rapport au champ magnétique terrestre, c'est pour ça qu'à une époque, quand le pôle magnétique était plus vers le Canada, on pouvait observer des aurores boréales à 49 degrés nord de latitude au niveau de Québec. Alors que nous, en Europe, il faut qu'on monte au moins à 69 degrés nord, qui est à peu près la latitude de Tromsø. Alors, quand il y a des grosses éruptions solaires, vous voyez, là, c'est un KP moins 6, parce qu'on voit que des aurores boréales peuvent être observées au sud de la Norvège et au niveau de l'Écosse. Mais on peut voir à d'autres endroits, hein, au Groenland, hein, au niveau de la baie d'Iskos, c'est un très bon coin pour observer des aurores boréales, hein, ou en Alaska également, Fairbanks est très réputé. En plus, baie d'Iskos, c'est un endroit qui est très sec l'hiver, donc moins de nuages. Donc, ce sont des lieux très propices également à l'observation des aurores boréales, pas forcément à des latitudes très au nord, hein. On peut être soit au-dessus, au sud du cercle polaire. Alors c'est pour ça, au Spitzberg, en hiver, il n'y a pas d'aurore boréale très marquante. Il peut y en avoir, mais c'est trop au nord, étonnamment, c'est trop au nord du fait de tout ce que je vous ai expliqué et du cornet polaire, où les petites particules vont l'utiliser pour revenir jusque la haute atmosphère. Alors, je reviens juste sur ça.
c'est pour vous montrer aussi la position de l'observateur. Alors en blanc, très blanc, là, c'est vraiment un gros flux d'énergie. Ici, en grisé, c'est plutôt panaché. Et en noir, il n'y a pas du tout d'aurore boréale. Donc le même jour, à la même heure, le 29 octobre 2003 à 22 heures, l'application indique KP8, du moins KP6, on va garder vu qu'on est au niveau de la Norvège, de l'Écosse, ici, latitude Écosse, sud-Norvège, KP6, donc les observateurs sur 10, bingo, on va aller observer des aurores boréales. Celui qui se trouve ici, au niveau de Bergen, jackpot, ciel clair, coup de chance, gros flux d'énergie, donc il voit une belle aurore boréale. L'observateur qui est ici, au niveau d'Oslo, pas terrible, un peu gris, un peu verdâtre. Et l'observateur ici en Suède, rien du tout, parce qu'il n'était pas au bon endroit. Pourtant, même latitude. Alors heureusement, c'est un phénomène qui bouge en permanence. Donc peut-être quelques minutes plus tard, tout ça, ça va changer. L'observateur qui est ici n'aura plus rien. Et l'observateur qui est ici, ça sera son tour de chance, c'est lui qui observera. C'est pour ça que ça reste que des prévisions. Et plus on est un peu patient et attendre un peu sous le ciel pour observer les aurores, plus on a de chance d'en voir des jolis, parce que ça peut rester que quelques minutes dans le ciel, disparaître, ou rester plusieurs heures, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors juste la chance qu'on a d'être sur un bateau, c'est que l'avantage, c'est quand on est au mouillage, on éteint toutes les lumières. Bon, il n'y a que la lumière obligatoire du feu de mouillage qui ne gêne pas. Hein. Là, Valentin, il y a 10 jours, il avait fait une très belle photo avec en premier plan le bateau, etc. Donc, ça ne gêne pas du tout les quelques lumières qui restent. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on peut être bien au chaud à l'intérieur du bateau. De temps en temps, regarder par la porte si le ciel commence à colorer, au lieu de rester, comme certains séjours en circuit, on est obligé de rester des fois plusieurs heures dehors à piétiner autour du minibus. Hein. Moi, je ne les guide pas ces séjours, mais j'ai vu qu'il y avait certaines agences à Tromsø qui proposent ça. Donc forcément, c'est un petit peu moins sympa que là, on peut rester au chaud, tranquille, dans le bateau jusqu'à ce que l'aurore soit bien faite. Alors, en plus des soirées au mouillage, moi, j'aime bien aussi aller sur des quais, les quais où le bateau va accoster. Hein. Il y a quelques sites qui sont assez intéressants, dont à Rennes. C'est un quai qui est assez sympa parce que le point de vue est très beau sur le panorama alentour. Hein. Je fais de très beaux paysages là-bas d'aurore boréale. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut mettre le trépied bien stable, bien posé, donc il n'y a plus aucune vibration. On peut mettre un bon long temps de pause, moins mettre d'ISO qui bruite un peu l'image. Ça, c'est avantageux. Par contre, l'inconvénient, les quais souvent sont assez lumineux à cause de l'obligation de sécurité. Donc, on est obligé de marcher des fois 200-300 mètres, ce n'est pas très loin. Mais donc, on retombe dans ce principe, on est obligé d'attendre l'aurore boréale à l'extérieur, que d'être au mouillage. L'avantage, c'est que tout de suite, il fait nuit, on sort dehors, on est dans un ciel bien sombre, loin des lumières parasites du quai sécurisé. Mais l'inconvénient, c'est que des fois, il peut y avoir des vibrations. Donc après, c'est un jeu et je vous conseille dès à présent, chez vous, déjà un petit peu de vous amuser avec vos appareils photos, surtout ceux qui veulent faire de belles photos. Comme ça, vous prenez déjà en main l'utilisation de l'ISO, c'est la sensibilité du capteur. Après, jouer aussi avec l'ouverture du diaphragme, il faut l'ouvrir au maximum, donc le plus petit chiffre. Et après, les temps de pause. Comme ça, au moins, vous avez déjà des programmes pré-réglés. Ça évite le jour J de devoir ouvrir la notice et puis il y a les aurores boréales qui sont au-dessus du bateau et puis vous êtes encore dans votre notice à regarder comment ça fonctionne. Et pensez bien à prendre un grand angle, au moins du 16 mm, parce que si vous arrivez avec un objectif qui zoome un peu trop, forcément, vous n'allez pas avoir un grand ciel dans l'appareil photo et surtout la vibration va être plus marquée. Et également un trépied. Trépied, c'est vraiment super important. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des belles photos, mais tous ceux qui ont des téléphones, les iPhones, les Samsung, tout ça, ça fait vraiment des choses très belles avec les systèmes à l'intérieur de traitement de l'image. En fait, ça fait des rendus qui sont très corrects. Alors, vous n'en ferez pas forcément des posters ou des choses pour faire du tirage parce qu'on voit quand même les défauts. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas un appareil ultra moderne très cher. Hein. Je me rends bien compte que c'est quand même des gros budgets. Moi, j'ai un Fuji X-T3 avec un 16-24 mm en objectif. Et avec ces téléphones portables, on peut faire vraiment de très belles choses. Et en plus, c'est automatique. Hein. Vous visez le ciel, clic-clac. Il n'y a pas besoin de réglage. Le téléphone fait tout seul. Alors voilà les différentes couleurs. Donc, vous avez compris, la libération du photon dépend de l'énergie et de la pression d'après l'altitude. Donc, nous, on va voir souvent
Au niveau de Tromsø en Norvège, des aurores boréales bien vertes, et plutôt en France, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était en novembre 2003, hein, une grosse éruption qui avait été vue au nord de la France jusqu'en Alsace, plutôt un petit peu rouge, rose, des couleurs un peu plus chaudes. Alors ça, c'est une aurore boréale qui est pas truquée, parce que ça existe, mais en tout cas, qui n'est pas visible par l'œil humain. Déjà, quand on regarde le premier plan, c'est à Thingvellir, c'est en Islande, on voit que là, le premier plan est lumineux, donc forcément, c'est une longue pause. Et il y a certaines lumières que l'œil a du mal à percevoir. Tout ce qui est un petit peu bleu, là, toutes ces couleurs violacées, bleutées, là, on arrive dans des lumières pas ultraviolettes, mais un peu des basses lumières, on va dire, peu perceptibles par l'œil humain. Certainement, des espèces d'oiseaux ou de mammifères ou même d'insectes doivent voir des aurores boréales bien différentes que ce que nous, avec nos yeux, on peut voir. Donc ici, le blanc, pareil, ce sont des lumières qu'on ne voit pas très bien. Ici, une aurore boréale vraiment vue par un observateur, ça aurait été toute la zone en vert. Ça, en vert, ça, on aurait correctement vu. Vert et rouge, comme je vous ai montré sur l'image d'avant. Ça, c'est visible, là, ce qu'on voit au niveau de la France en 2003. Mais ces couleurs-là, ça, c'est violacé, là, c'est pas visible, ni les couleurs un peu blanches. Après, ça reste très, très joli, hein, c'est artistique. La photo reste très personnelle à celui qui l'a faite. Hein. On n'est pas obligé de rendre réellement la vision de ce qu'on a vu le soir même. Alors voilà quelques structures d'aurore boréale. Vous voyez, ça sont des structures en arc, c'est-à-dire que l'observateur, il est soit trop au nord ou soit trop au sud. C'est-à-dire que le phénomène, il n'est pas à la bonne latitude par rapport à l'observateur. Mais ça peut changer. Hein. Des fois, on voit quelque chose un peu au loin, et puis paf, d'un coup, ça passe en couronne. C'est-à-dire que là, le phénomène, on est pile au bon endroit. Ça, c'est assez souvent. Hein. Des fois, on se dit, oh, c'est loin, etc. Alors, le ciel, c'est 500 km à peu près qu'on peut voir de ciel. Donc, ça vous donne un peu une idée. Ici, d'autres formes en rideau. Vous voyez, ça, c'est des aurores boréales qu'on voit assez régulièrement. Ces couleurs, voilà, l'image en haut à gauche, c'est des couleurs assez réelles de ce que l'œil humain peut voir en vrai. Tout ce qui est un peu ici, là, la partie rosée, ça, on le voit. Et la partie violacée, là, on ne voit pas. Le vert, ça, on voit correctement. Ça, on voit bien le vert comme ça. Ici, un petit peu le vert gris, ça, on le voit aussi. Et vous voyez, on ne peut pas faire de différence avec les nuages. Ici, on voit que les nuages restent très gris sombre. Et ça, justement, c'est la tache lumineuse. C'est quand le phénomène n'est pas très marqué. Donc, il y a libération de très peu de photons. Donc, l'œil, il n'est pas assez stimulé. Donc, il a du mal à faire la différence entre du vert ou quelque chose de gris-vert ou même des fois très grisé. Ça, c'est des capés, on appelle ça des capés niveau 1, 2. Pour voir une aurore boréale vraiment verte, c'est-à-dire qu'on la voit à l'œil nu vert, c'est niveau 3. Après, c'est toujours pareil. Des fois, ils annoncent des KP2. Et puis, moi, j'ai eu des KP2 où, boum, le ciel devient tout vert comme un KP5. Ça reste qu'une prévision. C'est pour ça, je répète, hein, plus vous serez patient et plus vous prenez le temps un petit peu de rester au salon, un petit peu discuter, etc. en fin de soirée. Après, on ne va pas faire des nuits blanches non plus. Moi, j'aime bien veiller jusqu'à minuit et demi. C'est un peu le pic du phénomène. Hein. Le phénomène, il a lieu vraiment vers minuit, parce que c'est quand la Terre est bien, du moins notre partie est bien opposée au Soleil, donc on n'a plus du tout de lumière du Soleil qui arrive, et c'est là où on a le plus d'énergie, de flux de matière qui arrive à notre longitude, parce qu'en Islande, forcément, c'est décalé. Au Groenland, ça ne va pas être les mêmes horaires, mais en tout cas, jusqu'à minuit 30, moi j'aime bien veiller. Après, il y a des aurores boréales à 4 heures du matin, mais ça devient un peu dur, mais si vous veillez jusqu'à 22 heures, etc., c'est correct. Mais après, de toute façon, ça, on appelle aussi, moi j'appelle dès que je vois une aurore boréale maintenant avec le système de téléphone dans vos cabines, je passe un message général, vous enfilez les bottes et puis la combinaison et puis vous plongez vite dehors. Je croise les doigts juste pour qu'il y en ait un ou deux d'entre vous qui puissent en voir, parce que si je fais 2 fois le coup dans la même nuit, venez vite, il y a des aurores, puis le temps que vous arrivez, il n'y a plus rien. On dit à Xavier, il est bien gentil, mais il ne voit pas que du café, lui. Alors voilà un petit peu l'explication sur le déplacement du pôle nord magnétique. Là, on voit en 1947, on est au niveau du passage du nord-ouest, à ce niveau-là. Et là, on voit qu'il monte en direction du pôle nord géographique, pôle nord magnétique ici, et ça monte tout doucement, et là, ça s'accélère. Alors pareil, je pourrais réactualiser un petit peu ma diapo pour voir à l'heure actuelle, mais en tout cas, les dernières prévisions disaient qu'il a basculé au-delà du pôle nord géographique en direction de la Sibérie, donc potentiellement peut-être des aurores boréales plus facilement visibles dans cette partie-là
du monde, hein, du fait, comme vous l'avez compris, que les aurores sont axées sur le pôle magnétique. Alors ça, c'est l'événement de Carrington. C'est un énorme événement solaire, hein, en 1859. C'est une tache solaire géante observée par l'astronome, hein, je peux vous laisser lire, Richard Carrington. Alors, il a fait ce dessin au moment qu'il a vu la tache solaire. Et quelques jours après, une fois qu'il y a eu l'éruption, le 2 septembre, tous les points orange sont des endroits où des observateurs ont pu voir l'aurore boréale. Donc, c'est quelque chose vraiment d'énorme. Vous avez vu, ça descend jusqu'au niveau de l'équateur ici. Les aurores boréales vraiment très intenses. Alors, comme je vous ai dit, hein, les cycles évoluent. Hein. Là, on est dans le cycle 25, mais il y a eu des périodes où le Soleil était beaucoup plus actif. Hein. C'est pour ça que les Romains parlaient déjà d'observation d'aurores boréales au niveau de la Méditerranée. Alors ça, ce phénomène-là, il a eu lieu en 1859, une période où il n'y avait pas du tout d'électronique, heureusement, parce que le même phénomène, ils ont recalculé, si ce phénomène a lieu aujourd'hui, rien qu'aux États-Unis, c'est 1200 milliards de dollars de dégâts électroniques suite à une aurore boréale d'une telle intensité. Parce que vu qu'il y a de l'énergie, bah, ça va venir traverser tout ce qui est microprocesseurs, sauf que souvent, ça les fait griller. Dans les années 90, il y a eu un train au niveau de Québec qui a déraillé. Et il y a eu un procès, ils ont prouvé que l'aurore boréale avait fait griller le système d'aiguillage de la voie de chemin de fer qui s'est bloqué. Et quand le train est arrivé, bah, en fait, il a basculé, il est tombé. Alors, c'était un train de marchandises, il n'y a pas eu de dégâts. Mais en tout cas, ce sont des phénomènes potentiellement dangereux pour la période où on vit. On est dans tout est l'électronique, hein, on le voit bien, on a tous nos téléphones, comme je l'ai dit, les avions de ligne qui passent à ces latitudes. C'est pour ça que c'est très, très surveillé. Mais bon, la Terre et puis tous ces phénomènes restent quand même assez imprévisibles. C'était juste pour vous montrer un petit peu de quoi était capable le Soleil quand il s'énerve un petit peu. Mais en tout cas, là, les perturbations qu'on a restent dans des ondes radio courtes, de fréquences assez courtes, donc ce n'est pas impactant encore pour nos systèmes électroniques. Ce sont vraiment des gros phénomènes, mais encore, pour l'instant, imprévisibles. Voilà, je crois que c'est la dernière. Je vais m'arrêter là. Voilà, je crois que c'est la dernière. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vais mettre sur le truc questions. Oui, parce que je te les transmets, Xavier. Ce serait plus simple. Déjà, merci pour cette présentation. On devrait tous être quasi incollables sur les aurores boréales, bien que moi, ce n'est pas la première fois. J'ai toujours des notions à intégrer. Donc, c'est toujours intéressant. Puis, pour vous tous, hein, la conférence sera disponible en replay, donc vous aurez tout le loisir de l'écouter, de la réécouter si jamais il vous manque des notions. Alors, pour la première question, je vais revenir juste sur les questions auxquelles on n'aurait pas déjà répondu à travers la présentation, puisque certaines questions, on a eu des réponses au fur et à mesure de la présentation. Mais donc, pour la première question, est-ce que donc le flux d'énergie qui arrive du Soleil émet des sons? Ah oui, alors pendant longtemps, on pensait que les aurores boréales ne faisaient pas de bruit, mais vu qu'il y a une vibration dans la haute atmosphère, alors ce ne sont pas des sons qu'on pourra entendre nous, hein, les aurores boréales, on ne va pas les entendre vibrer ou avoir nous, ce ne sera pas perceptible. En tout cas, à haute altitude, ces vibrations, il y a eu quelques années, il y a 2 ans, je crois, il y a une étude qui a été faite où ils ont vu que ces aurores boréales, au moment où l'atome venait à se faire percuter, forcément, ça crée une vibration, donc un son. Mais pas, nous, on les entendra à l'endroit où on est, on ne peut pas les entendre. C'est que les instruments scientifiques qui peuvent voir ce phénomène. Merci Xavier. Deuxième question. Est-ce que le changement climatique aura ou a-t-il déjà un effet sur les aurores boréales? Et si oui ou non, pourquoi? Le changement climatique actuel, non, n'a pas d'effet. C'est seulement s'il y a plus de perturbations de mauvais temps, grosso modo, oui, on aura moins d'aurores boréales. Mais vu que c'est de la haute atmosphère à plus de 80, à plus de 100 km au-dessus de nous, là, le changement climatique, il a lieu jusqu'à 12 000 mètres d'altitude, hein, dans la troposphère, donc la zone météorologique. Au-delà, non, il n'y a pas d'impact dessus, quoi. Ça peut juste être impactant, c'est sûr, s'il y a plus en plus de mauvais temps dans certains coins, oui, on aura moins d'observations, quoi. Oui, mais ce n'est pas le cas, quoi. Merci. Et alors, comment réagit le corps humain avec ce rapport important de magnétisme? Alors, le magnétisme n'impacte pas le corps humain, c'est les petites particules énergétiques.
c'est celles-ci là qui vont arriver, qui vont pénétrer les chairs, du moins les cellules vivantes. Hein. C'est pour ça quand il y a eu l'effondrement de notre champ magnétique, une des théories, c'est que la vie sur Terre avait été perturbée, hein, donc effondrement des écosystèmes plutôt limités. Hein. Ça n'a pas été un gros bouleversement, mais en tout cas, ces petites particules énergétiques peuvent créer des maladies. Alors, je vous rassure, moi, ça fait 8 ans que je suis en Norvège, je n'ai pas déclaré de maladie à cause de ça. Il n'y a que les pilotes et le personnel navigant dans les avions de ligne qui sont susceptibles, parce qu'ils sont très souvent à des hautes altitudes, de développer des maladies à cause de ce bombardement. Mais même ça, ce n'est pas prouvé scientifiquement que ça augmente des risques particuliers. Parce que même ceux qui sont dans la navette spatiale, l'ISS, hein, même s'ils ont leur tôle, je ne sais pas combien de moins, quelques millimètres, ça ne les protège pas de ce flux d'énergie. Et même eux, Thomas Pesquet, il est plutôt en bonne santé. Alors c'est sûr qu'il faudrait rester dans l'espace pendant très longtemps, être bombardé en permanence ou que le champ magnétique disparaisse. Mais ça ne serait pas du jour au lendemain, ça serait sur plusieurs décennies pour que ça vienne vraiment impacter. En Norvège ou dans ces endroits-là, ils n'ont pas des maladies particulières dues aux aurores boréales. Ça, il n'y a aucun risque, même si on en absorbe un peu. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer, on est bombardé en permanence. Hein. Même là, tout le monde chez vous où vous êtes, là, il y a des particules qui nous traversent, qui traversent tout et qui continuent leur chemin. Mais ce n'est pas ça qui va nous rendre malades, quoi. Bon, alors, pas d'inquiétude particulière pour le voyage Aurore. Et alors, peut-être dernière question qui concerne plus le voyage en soi, pas forcément l'aurore boréale, mais comment se passe une journée lors de la croisière, une croisière en Norvège, puisque c'est une personne qui pense à une croisière qu'elle a faite au Spitzberg. Est-ce que ça se déroule de la même façon avec 2 sorties par jour? Oui, c'est un peu le même style. Hein. On essaye d'optimiser vraiment la journée entière. Alors, à partir de fin janvier, la lumière est correcte, hein, parce que là, on va arriver dans les périodes où il y a la nuit polaire. Hein, on est au nord du cercle polaire. Donc, il va y avoir pendant 2 mois une pénombre pendant plusieurs heures. Mais fin janvier, on a déjà l'astre solaire qui est revenu. Surtout au niveau des Lofoten, on est plus au sud que Tromsø. Donc, on est plus proche du cercle polaire. Donc, l'amplitude solaire est plus marquée. Donc, ça nous fait déjà des bonnes journées d'activité. Donc, on commence classique, le petit déjeuner à 8 h. Vers 9 h, 9 h 30, on part avec les zodiacs. Alors là, c'est plus découverte de villages. Les Lofoten sont très réputés, ou même au niveau des Lingen et au niveau du Cap Nord, hein, vraiment l'histoire et puis le côté village typique norvégien avec Rennes, Nusfjord, Svolvær et bien d'autres. Donc, il y a une sortie visite de village avec Zodiac. Moi, j'aime bien partir avec les Zodiacs, faire des petites croisières Zodiac comme dans le Kirkefjord, dans le Trollfjord. Donc, il y a aussi du Zodiac. Et après, il y a aussi des balades à terre. Alors, l'hiver, c'est propice pour se balader avec des raquettes à neige. Alors, ça dépend de l'enneigement, soit raquettes à neige ou soit petits crampons de marche avec des bâtons. Et puis, on fait une petite balade. Alors, ça reste de la balade, hein, c'est des sorties découvertes. On marche. J'aime bien aller sur les îles du Sable, par exemple. C'est des endroits où il y a des grandes plages de sable de corail, où là, on fait une petite balade sur la plage, on monte un petit peu sur l'île à quelques mètres de dénivelé pour avoir un beau 360 degrés sur un peu ce qui se trouve autour. Et puis, ça fait matin et soir un peu comme ça. On répète un peu les différentes journées, un peu avec village, sortie nature. Et voilà, oui. Après, il y a une journée pour les observations de mammifères marins sur l'itinéraire des Lofoten. On va à Andenes, qui est un lieu très propice pour les cachalots, grande population de cachalots. Une quarantaine d'individus mâles se trouvent à ce niveau-là. Ah bah, tu as mis la présentation. Après, ça dépend laquelle croisière vous voulez faire, Monsieur Mauban, mais en tout cas, ça c'est Lofoten. Vous voyez, il y a quelques noms. Andenes, ici, c'est pour les cachalots, grosse population. On peut voir aussi des orques, baleines à bosse et aussi quelques autres espèces de mammifères marins un petit peu moins communs, comme les globicéphales ou les grands rorquals. Ça, c'est à cet endroit-là. Et voilà, oui. C'est un peu comme ça que les journées se passent. Donc, ça fait des bonnes journées. C'est pour ça que j'aime bien, je répète, buvez du café parce que la journée n'est pas finie. Ce n'est pas parce que la nuit arrive que tout s'arrête. Donc, après, il y a les aurores boréales qui sont aussi à veiller. Puis, quand les conditions sont bonnes, moi, j'aime bien des fois prendre le Zodiac de nuit pour aller voir soit une petite église un peu style viking. Au niveau des Lofoten, j'ai des petits coins comme ça où, dès que la nuit arrive, on peut quand même ressortir même après le dîner. Moi, j'aime bien ces ambiances un peu partir en Zodiac. Donc, oui, on fait en 2
et des fois 3 sorties par jour. J'aime bien aussi proposer de la pêche, parce que là, on arrive dans la période de la pêche au cabillaud. Cabillaud, c'est un peu c'est ce qui a fait la richesse de la Norvège avant l'arrivée du pétrole. Hein. C'était des gros producteurs de poissons dans le cabillaud qui transformaient en morue. Donc tout ça aussi, je vous fais des explications. On va visiter des séchoirs à morue. Dans le nord, au niveau d'Ellingen, j'aime bien aller visiter un petit village où, comme je connais bien les propriétaires, parce qu'il y a beaucoup de villages qui sont des propriétés privées, ils me laissent l'accès au séchoir et puis à la zone de traitement des poissons. Donc il y a cette découverte-là également. Et donc aussi un peu de la pêche. J'aime bien aller à la pêche. Avec le capitaine, on se trouve des bons coins de pêche. Hein, et puis on tente la pêche miraculeuse. Hein. Des fois, c'est assez incroyable. On sort de quoi manger toute la semaine du cabillaud frais sorti des fjords norvégiens. Voilà, donc vous avez compris, pas de repos hein, sur une croisière avec Xavier, mais vous avez tout le loisir malgré tout de rester à bord. Donc vous serez à bord sur la plupart de nos croisières en Norvège du Grand Explorer, donc qui est notre yacht polaire de 12 passagers. Attends, je réponds juste à une dernière question. Monsieur Mauban, il remet. Non, alors il fait pas nuit. Alors il fait nuit au Lofoten. C'est maintenant, là on est quoi, fin novembre, de mi-novembre jusqu'au mois de janvier, début janvier. Et après, c'est jour. Hein. Au mois de février, il y a 8 heures de soleil plus les amplitudes levées et couchées de soleil. Hein. C'est le moment où le ciel est très beau. Hein. C'est pour ça, des fois, je fais des réveils un peu matinaux. Alors, ça reste vers 7h, 7h30, c'est pas non plus très tôt. Mais quand le ciel devient tout rouge, rose, orange, tout ça, c'est très joli. Donc, à partir de janvier, il y a pas. Là, les séjours commencent le 17 janvier. Il n'y a pas de nuit à proprement dit. Il y a la nuit classique, la nuit de 20h à 7h du matin, mais il n'y a pas de nuit durant la journée. C'est jamais évident d'expliquer les nuits durant la journée ou les nuits durant la nuit. Mais en tout cas, non, c'est pour ça que les croisières commencent fin janvier, parce qu'il y a le retour du soleil. Voilà, du 17 janvier. Quoi. Du 17 janvier, voilà, et jusque cette croisière. Après, c'est parti. Ouais, la nuit polaire, moi je l'ai vécu, du moins pas la grande nuit polaire, hein, je l'ai vécu en Norvège, Tromsø, là, c'était fin décembre, début janvier. C'est à vivre aussi, c'est pas à vivre très longtemps parce que c'est particulier. Même les Norvégiens, ils s'en vont. Des fois, ils vont aux Canaries, Miami, Côte d'Azur, à Nice, échapper un peu cette nuit permanence. Mais il y a une ambiance qui est très particulière. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est sûr que l'été au Spitzberg, où il fait jour permanent, on s'adapte bien. Mais la nuit polaire en Norvège ou même au Spitzberg, c'est à tester une fois, mais pas plus, quoi, parce que tout est au ralenti, quoi. Mais nous, en tout cas, la période où on y va, il fait jour, il y a le soleil correctement et ça nous permet de faire 2 sorties par jour et plus si on aime. Parfait. Donc sur la première date, effectivement, donc enfin sur la première croisière, on a cette date, hein, effectivement, du 17 janvier qui court jusqu'au 7 mars. Donc ça, c'est notre itinéraire qui descend jusqu'au nord, jusqu'au sud, pardon, de Tromsø jusqu'aux îles Lofoten. Donc je crois, Xavier, hein, que tu accompagnes nombreuses de ces croisières, justement, peut-être pas les premières. Mais en tout cas, je crois que tu en accompagnes un grand nombre. C'est ça, oui. Là, oui, c'est pas encore défini, mais oui, j'en accompagnais pas mal, à voir encore exactement, peut-être les premières, ou à voir, il faut que je finalise ça avec voilà. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, par jour, on prend 15 minutes de soleil en plus tous les jours. Donc, vous pouvez imaginer sur une croisière d'une semaine, l'amplitude en plus de soleil, c'est très rapide. Hein. Nous, ici à nos latitudes, on prend 2-3 minutes par jour. Là-bas, c'est 15 minutes par jour. Et les extrêmes, c'est après ces croisières Cap Nord, la fin mars, on monte au Spitzberg. Et là-bas, au Spitzberg, c'est 30 minutes de jour en plus par jour. Donc, ça va très, très vite. Alors, c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Parce que sinon, l'automne, après l'automne, on finit jamais très tard les saisons. On va jusqu'à début novembre, mais on perd 15 minutes de jour par jour. Donc, ça se connaît quand même ça se voit assez rapidement dans ce sens-là. On perd 1 heure par semaine de croisière. Mais là, dans ce sens-là, au printemps, là, en début d'hiver, on gagne 15 minutes de soleil par jour. Oui, parfait. Donc, on a aussi là, je vous présente effectivement nos itinéraires
plutôt en début de saison. Donc ici, Laponie et la route du Cap Nord, donc notre itinéraire qui part au nord jusqu'au Cap Nord, donc le point le plus au nord de l'Europe continentale, avec des visites de villes comme Alta ou Hammerfest, très intéressantes aussi. Donc là, on est sur le deuxième quinzaine de mars. Et puis, n'hésitez pas, je vous remets le lien sur le chat pour aller voir donc l'ensemble de nos croisières en Norvège, puisque nous avons aussi des croisières en Norvège que je ne vous ai pas mis ici, mais sur le mois d'octobre jusqu'en novembre, où là, on a d'autres paysages très automnales avec de jolies couleurs qui viennent embraser donc, les montagnes. C'est aussi de très belles saisons pour aller observer la Norvège et de très belles observations de cétacés, comme vous avez pu le faire sur les dernières croisières de cet automne, Xavier, avec des très belles observations donc, de baleines et orques et autres cétacés. Donc, je vous ai remis voilà, le lien vers toutes ces croisières. Alors, une dernière question peut-être avant de rendre l'antenne. Donc, laquelle de ces deux croisières est la plus favorable pour observer les mammifères marins? La plus favorable, alors Lofoten, ce qui est bien, c'est Andenes, c'est un lieu très réputé pour ses cachalots. Ici, là, on en voit régulièrement. Après, on peut voir des phoques, un peu des phoques marins, des phoques communs. On en voit assez régulièrement. On voit après occasionnellement un peu des orques à divers endroits. Hein. Il y a des hotspots, mais vraiment le grand lieu, c'est ici où ils viennent s'alimenter sur une fosse abyssale de 2000 mètres de profondeur. Donc ici, c'est très réputé. Et au nord, attends, je passe l'image. Ici, au nord, c'est plutôt là. Vous voyez, il y a le Cap Nord. Je ne sais pas si ma flèche passe, mais le Cap Nord, ici, pareil, il y a un tombant juste au nord de Geisver. C'est un petit village ici où moi, j'aime bien aller pour prendre après un bus. Hein, parce que le Cap Nord, je ne sais pas si vous avez compris, mais les 13 derniers kilomètres, on doit le faire avec un petit bus privé, un minibus taxi, quoi, où on va ensemble. Parce que la falaise en elle-même, c'est 300 mètres de falaise à pic, donc on ne peut pas trop passer par là. Donc ici, et juste là au nord-ouest, il y a des lieux très propices, baleines à bosse, occasionnellement un petit peu des cachalots ici, à ce niveau-là, nord-est, et également, alors 15 au 23, potentiellement ici. Donc en fait, les deux séjours sont un peu similaires, mettent quand même un petit avantage au Lofoten et Andenes, qui est quand même un lieu qui est très riche par sa faune marine, mais le Cap Nord, baleine à bosse, quoi. Et Andenes, cachalot. Cachalot, c'est Moby Dick. C'est quand même un bel animal. Hein. Cachalot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animal qui fait 18 mètres. C'est un grand dos. Ça fait partie des odontocètes, donc c'est comme les orques avec des dents. Et il l'utilisait pour le spermacétyle, mais ça fait un animal assez conséquent à observer. Il montre généreusement sa nageoire caudale, parce qu'il descend très profond, donc il descend à la verticale. Et la baleine à bosse, je pense qu'elle est plus connue, donc je ne vais pas vous expliquer, mais c'est un peu deux lieux un peu différents. Mais le hotspot, c'est plus à l'automne. Ce qu'on vient de faire la semaine dernière, c'est vraiment à l'automne, où là, c'est les grandes concentrations dans les Alpes de Lingen, parce que des baleines et des cétacés, on en voit toute l'année en Norvège, en été, ici au niveau de Grilfjord, là, au niveau de Senja, tout ça, j'ai déjà vu des orques et autres, mais il y a vraiment un hotspot et une période favorable. C'est fin octobre, début novembre, où là, on les voit ici dans ces coins-là, quoi. Ouais. Dans le Kvanungen-fjord, là, c'est incroyable, quoi. Mais après, voilà. Parfait. Je vous laisse découvrir tous nos itinéraires hein, de janvier jusqu'en automne, donc avec grands espaces, à bord du Grand Explorer ou même à bord du Captain Arctic que nous vous avons présenté, ce bateau à voile solaire que nous avons présenté et que nous vous représenterons très prochainement lors d'un webinaire. Donc, restez bien connectés à vos newsletters. Hein, le mois de novembre, décembre vont être les mois de novembre-décembre, où ils vont être très riches en webinaires. Donc, restez bien connectés. Je vois une dernière question hein, sur l'acheminement en van jusqu'à Tromsø. Alors, ça semble possible. Il faudrait voir en interne, téléphoner à nos conseillères pour voir comment on peut s'organiser pour cet acheminement. Mais pour ma part, je pense qu'il n'y a aucun problème.
Eh bien, merci encore, Xavier, pour cette conférence passionnante. Merci à vous tous d'avoir encore été si nombreux à participer à cette conférence. Donc, je viens de le dire, hein, restez connectés. De nombreuses conférences à venir. La prochaine, pour faire un petit teaser, sera sur l'Antarctique. Donc, voilà, restez bien connectés et on espère vous retrouver très nombreux en ligne et bien évidemment à bord de nos bateaux. Merci beaucoup, merci à tous et très belle soirée. Au Oui. revoir. Et moi, je voulais juste terminer sur le fait qu'à partir de la semaine prochaine, là, le jeudi 20, avec Grands Espaces, je serai à Montier-en-Der. Du coup, si certains sont dans le coin, n'hésitez pas à venir à notre stand dans le chapiteau. Alors, je pense que vous nous trouverez. Je n'ai plus le numéro de notre stand, mais en tout cas, on est facile à trouver. Donc, à partir de jeudi, je vous donne la date, jeudi prochain, jeudi 20. Voilà, à partir de jeudi 20, voilà, jusqu'au dimanche 23. Si vous voulez qu'on discute de ça, moi, je serai physiquement présent durant tout le week-end. Avec d'autres intervenants, effectivement, sur le salon. Et une information donc, concernant Montier-en-Der partira justement demain via newsletter pour ceux qui habitent plutôt proche de Montier-en-Der. Et puis, si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à nous relancer pour avoir toutes les infos. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.